Oui, bonjour. Bonjour Madame Aymon, Madame Volant, Monsieur Bourque, enchantée de vous rencontrer. Alors, Catherine Boucher est agent de projet milieu de travail allié contre la violence conjugale et elle parle au nom du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Alors, on vous écoute, vous avez 10 minutes. Excellent, merci. Donc oui, je me présente Catherine Boucher, je suis technicienne en travail social, titulaire d'un baccalauréat en sociologie et je suis ici avec vous au nom du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Et bon, avant de vous parler de notre proposition, j'aimerais juste pour le contexte vous présenter qui est le regroupement. En fait, c'est un vaste réseau là, de maisons d'aide et d'hébergement qui sont destinées aux femmes victimes de violences conjugales et à leurs enfants. Et depuis sa fondation, il y a près de 45 ans, le regroupement, ce qu'il a voulu faire, c'est vraiment d'amplifier la voix de ces femmes, de ces enfants, notamment pour faire évoluer les lois, les politiques qui les concernent, pour renforcer leur sécurité et évidemment améliorer les conditions auxquelles elles font face. Donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de la formation de base reçue par les futures travailleuses et travailleurs sociaux, les techniciennes et techniciens en travail social qui est donnée dans les cégeps et les universités du Québec. Évidemment, on sait que l'établissement d'un cursus universitaire et collégial, ce sont des exercices complexes qui demandent de faire des choix, en sachant très bien que les étudiants qui se dirigent vers ce métier-là doivent vraiment voir un large éventail au niveau des contextes d'intervention, au niveau des problématiques, mais aussi une compréhension des mécanismes sociaux, de l'interrelation entre les déterminants individuels et sociaux, etc. Donc, on sait que c'est tout un exercice de choix que de faire un cursus, un programme, mais on croit tout de même que la place qui est accordée à la violence conjugale à l'intérieur de ces cursus pourrait être bonifiée. D'abord, j'aimerais vous parler de la prévalence de la violence conjugale. Je ne pense pas que je vais étonner qui que ce soit en parlant du fait que c'est un phénomène qui est malheureusement très répandu. C'est difficile à quantifier en l'ampleur exacte, peut être complexe à déterminer pour toutes sortes de facteurs, mais on sait qu'elle touche une proportion très significative de la population. Si on pense seulement à nos statistiques et on s'entend la totalité des maisons d'aide et d'hébergement ne font pas partie du regroupement. Donc, ces statistiques représentent seulement une portion là, des services qui sont donnés. Mais pour l'année 2021-2022, la quarantaine de maisons du regroupement a hébergé à elle seule 2700 femmes et 1900 enfants, a donné 110 000 services par téléphone, courriel, message texte, ainsi que 25 000 services en personne, comme les rencontres à l'externe ou l'accompagnement dans les démarches. Donc, c'est vraiment seulement la pointe de l'iceberg. Et pour continuer un peu, là, pour comprendre la prévalence de la violence conjugale, donc les expressions de la violence conjugale qui constituent des infractions criminelles, donc pour lesquelles c'est possible de porter plainte, on sait que pour l'année 2020, celle-ci, en fait, représentait 25 de toutes les infractions contre la personne rapportées aux policiers. Donc, il s'agissait de 2000, pas 2000, pardon, mais 22 104 événements. Et on sait aussi, grâce à l'enquête sociale générale sur la victimisation qui a paru en 2019, qu'au Canada, seulement 19% de toutes les violences physiques et sexuelles qui sont commises par un partenaire ou un ex-partenaire sont rapportées aux policiers. Donc, on peut comprendre que ce chiffre de 22 104 événements là, qui constituent le quart de toutes les infractions contre la personne rapportées, encore une fois, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et pour finir sur ce sujet, je vous parle de ces statistiques-là en fonction de formes de violence pour lesquelles on peut porter plainte. Et on sait qu'il y a énormément d'expressions de la violence conjugale, que beaucoup de formes de violence conjugale ne concernent pas, en fait, le code criminel. Donc, la majorité des expressions de la violence verbale, psychologique, de la violence économique. Donc, ça ne se reflète pas dans les statistiques que je viens de vous nommer. Et on sait que l'Organisation mondiale de la santé estime qu'au cours de sa vie, c'est une femme sur trois qui va vivre la violence conjugale à un certain moment. Donc, je pense qu'on peut affirmer à la lumière de tout ça que c'est une problématique sociale qui est très fortement répandue. Pour continuer avec les conséquences dévastatrices de la violence conjugale, évidemment, il y a des conséquences physiques. On pense aux conséquences directes de la violence physique, mais aussi de la somatisation. Là.
lorsque les conséquences psychologiques peuvent s'exprimer en migraine, en ulcère, etc. Bien évidemment, des conséquences psychologiques elles-mêmes, beaucoup d'enjeux au niveau de l'image, de l'estime de soi, aussi choc post-traumatique, on voit beaucoup de dépression, de troubles anxieux, d'idéation suicidaire, de troubles alimentaires, de dépendances diverses, ainsi que des conséquences au niveau interpersonnel, social, économique, donc isolement, difficulté à entrer en relation, à se loger, voire la désaffiliation sociale. Et ce sont toutes des conséquences, bien sûr, qui peuvent perdurer bien au-delà de la relation. Donc, la nature et la gravité de ces impacts, évidemment, peuvent être aussi être influencés là, par divers facteurs vulnérabilisants comme la situation financière, la situation migratoire, les limitations fonctionnelles, etc. Donc, à la lumière de non seulement la grande prévalence de la violence conjugale, mais aussi de ses conséquences très importantes, on peut penser en fait que toute personne qui travaille en relation d'aide est très, très susceptible d'œuvrer auprès de victimes actuelles ou passées de violences conjugales, bien souvent même sans le savoir. Et ce, peu importe la problématique cible de l'endroit où ces personnes travaillent. Donc, même si on travaille en dépendance, même si on travaille en santé mentale, qu'on travaille dans un contexte plus général, en CLSC par exemple, en prévention du suicide, on est très susceptible. Et aussi, peu importe le type d'organisation, qu'on soit au communautaire, à l'institutionnel, les hôpitaux, la protection de la jeunesse, banque alimentaire, organisations qui œuvrent auprès des personnes en situation d'itinérance. Évidemment, on pourrait faire une liste très exhaustive, mais vous voyez ce qu'on veut signifier. Donc, vraiment, compte tenu de tous ces éléments, on pense qu'une compréhension vraiment approfondie de la violence conjugale et de ses effets est vraiment essentielle pour toutes, et je dis bien toutes les travailleuses sociales et les techniciennes en travail social, puisque celles-ci doivent avoir des outils pour la dépister et pour intervenir adéquatement, même si elles ne se dirigent pas vers un travail qui est spécifique dans une organisation auprès des personnes qui ont vécu la violence conjugale. Et pour poursuivre, c'est important aussi pour nous d'exprimer les conséquences de cette méconnaissance, parce que cette méconnaissance-là peut avoir vraiment des effets bien réels sur les victimes. Donc, des intervenants, intervenantes qui ne sont pas suffisamment outillés peuvent vraiment passer à côté d'indicateurs importants, ce qui fait en sorte qu'on omet peut-être de tendre une perche à une victime, qu'on n'a pas tout le contexte nécessaire pour vraiment défendre ses droits, hein, qui fait partie de l'ADN du travail social, de resserrer le filet de sécurité, d'évaluer adéquatement les actions à prendre. Et c'est une méconnaissance qui peut aussi s'exprimer par une plus grande stigmatisation, qui peut s'exprimer par des attentes qui ne sont pas réalistes envers les victimes, donc notamment des attentes qui relèvent du mythe de la victime parfaite. On peut aussi penser à une approche qui n'est pas adaptée à leur situation et à leurs besoins. Donc, pour donner des exemples concrets, on peut voir des situations où la violence post-séparation, par exemple, est assimilée à un conflit de séparation plutôt. On voit aussi des situations où les victimes sont peut-être stigmatisées pour ne pas avoir parlé plus tôt, ou pour certaines conséquences au niveau justement de la dépendance, de la santé mentale. Des situations où peut-être une intervenante, un intervenant presse la fin de la relation sans égard au filet de sécurité puis aux éléments à mettre en place. On voit aussi des situations où les victimes ne sont pas adéquatement informées de leurs droits, de leurs recours, des programmes qui pourraient leur venir en aide. Des situations aussi où les stratégies de contrôle de la part des partenaires violents, parce qu'elles ont un caractère souvent très insidieux et subtil, sont soit ignorées, voire dans le pire des cas, parfois même légitimées. Donc, tous ces éléments-là, vraiment pour vous dire que lorsqu'on consulte les cursus universitaires et les cursus collégiaux des programmes de travail social et de techniques en travail social, en fait, ça ne nous permet pas de savoir si cette très importante problématique sociale est adéquatement couverte, parce que lorsqu'on regarde les cursus, ce qu'on voit, c'est que les cours qui concernent spécifiquement la violence conjugale, en fait, il n'y en a aucun qui est obligatoire. Certaines universités en ont optionnel, mais sinon, il n'y a pas de cours qui sont spécifiques à ce sujet. Puis bien sûr, pour nous, c'est évident, là, on peut supposer que la violence conjugale, elle est abordée dans le tronc commun au travers de d'autres cours à des titres plus généraux qui sont axés sur des techniques d'intervention ou sur l'intervention dans certains types de contextes, intervention individuelle, de groupe, de crise. Mais on peut se questionner, en fait, de notre côté sur le nombre d'heures qui y est dédié et aussi sur l'inclusion de notions qui sont développées plus récemment. Donc, vraiment, la mise à jour du contenu, je pense notamment au contrôle coercitif, par exemple.
cette problématique, en fait, très importante, comme elle n'est pas l'objet de cours obligatoire ou de compétences qui est spécifique, on peut penser que le temps qui est accordé n'est pas uniforme d'une institution d'enseignement à l'autre et que c'est probable qu'à leur diplomation, en fait, certaines techniciennes en travail social et travailleuses sociales sont de base moins outillées que d'autres collègues d'une institution différente. Pourtant, c'est évident pour nous que de solides connaissances sur la violence conjugale et ses mécanismes, comme je le nommais, n'est pas uniquement pertinente pour les intervenantes qui souhaitent œuvrer dans ce domaine particulier. La grande prévalence de la violence conjugale, ses conséquences dévastatrices signifient vraiment que les TTS et les TS de tous les horizons, de tous les domaines, sont très susceptibles d'œuvrer auprès de victimes. Et donc, ce qu'on propose, c'est que soit recommandée une inclusion plus spécifique de la violence conjugale, de ses effets, de ses signes, de l'approche préconisée dans la formation de base des futurs TS et TTS, par exemple via une directive à cet effet aux différents départements pour s'assurer qu'au travers des compétences cibles actuelles, la violence conjugale est adéquatement couverte, suffisamment approfondie dès la formation initiale pour l'ensemble des institutions d'enseignement. OK. Merci, Madame Boucher. C'est un peu plus clair de vous écouter que le cours mémoire que vous nous avez soumis, qui m'a fait, moi, ancienne militante féministe, sourciller à l'effet de me dire, mais voyons donc, en 2023, ça ne se peut pas qu'on n'enseigne pas bien le spectre de la violence conjugale. Nous ne sommes pas ici habilités à vous dire si tous les collèges ou les universités. Mais ce que je comprends de votre intervention, c'est un cri d'alerte. Ça s'est modifié, ça s'est amplifié. Et nous avons une inquiétude que les gens ne soient pas suffisamment formés, qu'il n'y ait pas suffisamment d'heures précisément là-dessus. C'est ce que je comprends de votre intervention d'aujourd'hui. Est-ce que dans votre expérience personnelle, vous avez vu des cas patents qui ont été soit portés à votre attention pour dire, mon Dieu, que c'est mal formé ce monde-là, là? Je pense pas que les gens sont mal formés, hein, pas du tout. Et moi-même, ayant eu une formation en travail social, je pense que c'est des formations de grande qualité. Mais comme on le nommait au début, on sait qu'il y a beaucoup de sujets à couvrir et ça fait en sorte qu'on fait des choix. Et dans ces choix-là, parfois, on doit couper. Et effectivement, on a des situations qui sont vécues sur le terrain où effectivement, j'en donnais quelques exemples, ce sont des exemples qui se basent sur des faits concrets qu'on a déjà observés, par exemple le fait que la violence post-séparation soit assimilée à un conflit de séparation ou que la défense de droit, en fait, n'ait pas lieu parce que si l'intervenant n'a pas identifier que la personne vivait de la violence conjugale va passer peut-être à côté d'une occasion de permettre à cette personne-là de reprendre du pouvoir, de défendre ses droits pour avoir accès à certains recours, à certaines ressources, etc. Donc, il y a des choses à cet effet-là. Et vraiment, ce qu'on voit, puis on est allé s'informer, évidemment, on était curieux de savoir comment ça se décide, les cursus universitaires, les cursus collégiaux. Avant de vous parler de ça, on voulait savoir là, comment ça se dessinait parce qu'on part du principe qu'il y a une volonté à la base de bien former les intervenantes et les intervenants. On sait que tout le monde est animé de ça, mais vraiment plutôt au niveau de l'uniformité. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans certains cégeps, certaines universités, il va y avoir plus ou moins de temps qui est accordé. Et quand je suis allée voir là, justement les cursus avec des collègues pour préparer là, notre réflexion en équipe, ce qu'on voyait aussi, c'est que dans certaines universités, il y a des cours optionnels qui sont sans doute très intéressants, qui approfondissent cette question-là, mais ils ne sont pas donnés à chaque année. Ça prend quelqu'un pour les enseigner. Et donc, même s'ils existent et que peut-être quelqu'un serait intéressé de les suivre, il n'est pas obligatoire, il n'est pas donné à chaque année. Donc, même quand l'intérêt est là, ce n'est pas nécessairement accessible. Puis, c'est vraiment ce souci-là hein, qu'à la base, dès la formation initiale, les gens sortent avec quand même une base et que ça ne soit pas laissé à la loterie de est-ce que cette année-là, mon enseignant, mon enseignante en a suffisamment parlé. D'accord. Denis, est-ce que vous avez une question pour Mme Boucher? Oui, en fait, peut-être
une remarque là, sur ben, il y a la situation là, qui est décrite. Effectivement, ça peut être extrêmement variable, parce que dans mon université, cette question-là de la violence conjugale, elle est au cœur d'un cours obligatoire qui s'appelle Intervention familiale. Donc, et ceci parce que, essentiellement, dans l'université, je pense que c'est le cas dans toute l'université, il y a des ressources professorales, il y a des collègues professeurs spécialisés sur ces questions-là, à ma connaissance, dans tous les départements. Il y a des activités de recherche qui se mènent là-dessus. Et j'ajouterais même que compte tenu qu'on a entre 85 et 90% d'étudiantes qui sont des femmes, franchement, c'est une question qui ne pourrait pas passer sous le tapis, là, donc, ça demanderait peut-être pardon, une analyse un peu plus fine de la situation au niveau des universités pour être capable vraiment de jauger l'ampleur du phénomène que vous décrivez, puis des inquiétudes là, qui sont tout à fait légitimes là, que vous portez. La situation au niveau collégial, elle est différente. Parce qu'au niveau collégial, il y a un programme là, qui est appliqué pour l'ensemble des cégeps. Donc, il ne devrait pas y avoir autant de variantes, là, normalement, pas du tout. Et il est en révision actuellement, donc c'est probablement le temps de s'assurer au niveau collégial là, que euh, le temps et les contenus qui sont prévus là, ils sont suffisants. Là. C'est le bon moment d'agir. Pour les universités, ça n'existe pas. Vous avez évoqué tantôt là, une directive qui amènerait tout le monde à tenir compte d'une manière adéquate là, de cette problématique. Ce n'est pas possible aux universités d'émettre une directive. Hein. Chaque programme universitaire a son autonomie, mais les programmes doivent être accrédités par l'Association canadienne des écoles de travail social, qui elle-même, dans ses critères pour des fins de certification, exige que cette question-là soit traitée et abordée. Donc, c'est de cette manière-là qu'il pourrait y avoir un certain nombre je dirais, de suivi ou de prise en compte des conditions réelles euh, de, de traitement de la question de la violence conjugale là, dans les cursus universitaires. Mais il y aurait besoin d'avoir un peu plus, je pense, peut-être de données sur la situation. Euh, mais j'aurais tendance à vouloir un peu vous rassurer là-dessus, en même temps qu'il faut répondre aux questions que vous posez. Mm-hmm. Tout à fait. Puis, je comprends que vous êtes surtout au niveau universitaire. Pour la question des cégeps, j'ai justement récemment parlé à une personne qui a pu m'informer un peu là, de ce qui se passait justement au niveau de la refonte dans le programme et qui me mentionnait justement que, bon, vous savez, ça fonctionne par compétences spécifiques, pas tant par sujet, c'est tout à fait normal, et que dans la nouvelle mouture, si on voulait, il y allait avoir une nouvelle compétence qui s'appelait analyser les problèmes de violence. Donc, c'est sûr que c'est pas spécifique à la violence conjugale, mais on pourrait difficilement passer à côté, là, je pense. Donc, c'est sûr qu'avec cette nouvelle compétence-là, il y a quelque chose, à notre avis, qui risque de bouger et de justement contribuer à s'assurer là, que ça fait partie intégrante et suffisante des formations de base et des formations initiales. Merci. Nadine, est-ce que vous avez une précision, une question d'éclaircissement? Moi, j'ai une question d'éclaircissement par rapport, vous avez parlé pour l'ensemble, vous avez l'organisme qui représente comment on appelle ça, donc le regroupement de maisons de femmes violentées. Est-ce que vous avez des données concernant les enjeux autochtones en la matière ou C'est possible qu'on en ait, comme ça ne fait pas partie, disons, de mon carré pour
je ne voudrais pas dire des choses, disons, de façon spontanée, puisque je ne suis pas préparée là, sur ces questions-là. Évidemment, il existe des études très importantes qui ont été faites. Et là, je sors un peu là, du regroupement spécifiquement, étant aussi formée en sociologie et très, très intéressée à toutes ces questions-là. Il y a des études qui ont été faites, évidemment, sur aussi les obstacles que vivent les femmes autochtones, hein, parce qu'il y a non seulement la question de la prévalence, mais il y a aussi la question en fait, tout le cadre dans lequel elles sont mises et elles sont prises avec les lois qui les concernent, qui ajoutent là, tout un contexte très, très complexe. Donc, il y a des études intéressantes à ce niveau-là, sans doute. Je ne voudrais simplement pas m'avancer n'étant pas préparée sur cette question-là. Mais au fond, je pense que le sens de la question de Nadine, c'est de savoir est-ce qu'il y a des formations à l'intérieur du regroupement qui touchent ces questions-là. À votre avis, il y en aurait? Des formations spécifiques données par le regroupement sur ces questions-là, en ce moment, je ne sais pas s'il y en a déjà eu dans le passé, mais en ce moment, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais c'est sûr que toutes les questions de marginalisation sociale, toutes les questions d'intersectionnalité, ce sont des questions quand même qui font partie intégrante de nos réflexions. Et c'est sûr que dans nos outils, on a toujours des éléments qui sont présents pour penser aux femmes, par exemple, en situation de handicap. Donc, sans que ce soit spécifique à un groupe, ça fait partie de nos préoccupations, autant pour les femmes autochtones que les femmes en situation d'immigration, les femmes en situation de handicap, etc. C'est sûr que le prisme est large et que vous couvrez un grand territoire. Écoutez, pour moi, ça fait le tour. Pour vous, collègues commissaires, ça va? Alors, Madame Boucher, merci beaucoup de votre intervention, de l'avoir préparée pour nous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Excellent. Merci de m'avoir reçu. Bonne fin de journée à vous tous. Je vous en prie, ça nous a fait plaisir.